Bonjour Jonathan, ravi de vous retrouver. Après un été comme ça, vous avez plein de choses à nous dire. Hein. Ah oui, comme je vous disais Sandra, il s'est passé énormément de choses cet été, donc avec plaisir pour faire cette rentrée avec vous tous. Exactement, très en forme. On va commencer par cette actualité, Jonathan Erskovici, l'énorme actualité de l'été, l'affaire EDF, Exaion et Mara Holdings. Est-ce que la France est en train de perdre la main sur son énergie et sur son avenir numérique? Et carrément, hein, cette question, Jonathan. Bah écoutez, oui, ça a été un cataclysme cet été. Et effectivement, on a eu du mal même à encaisser cette information. Mais peut-être je vais essayer de resituer un peu le contexte. Donc tout le monde connaît EDF. Probablement que ceux d'entre vous ne connaissent pas Exaion, donc filiale d'EDF spécialisée dans le calcul haute performance et le minage. Donc cet été, il y a eu une information assez dingue, comme quoi Mara allait prendre 64% du capital d'Exaion. Mara Holdings, ce sont des Américains, on le rappelle. Exaion, on en parle souvent depuis quelques mois sur cette émission. Jonathan, vous nous rappelez ce qu'ils font concrètement? Alors Exaion, donc comme je disais, c'est du calcul haute performance, de la blockchain aussi, et ils sont connus aussi depuis 2022 pour avoir pris position sur ce qu'on appelle le proof of work. Donc ça d'ailleurs, on va en parler avec l'invité aussi d'aujourd'hui. Mais globalement, le proof of stake, ce sont des protocoles blockchain comme Ethereum, Polkadot, Tezos, qui sont soi-disant green, et ils ont depuis 2022 rejeté totalement en bloc une stratégie de minage en proof of work, ce que fait Bitcoin. C'est ça où l'hypocrisie et la contradiction a commencé à arriver. Oui, parce que ce que vous nous dites souvent sur le plateau, c'est que nos excédents nucléaires pourraient servir aux mineurs en France, mais c'est vrai que pour le moment, EDF ne s'est pas placé là-dessus. Mais ça veut dire, avec cette opération, que l'électricité française, financée par nos impôts, pourrait servir à une boîte américaine. Eh bien, écoutez, concrètement, c'est exactement ce que ça veut dire, d'où justement cette hypocrisie et ces contradictions, parce que, et ça vous le connaissez très bien, c'est aussi un ami à moi, Sébastien Gouspillou, qui est le célèbre mineur français, avait justement contacté EDF à l'époque pour justement utiliser les surplus d'énergie et justement pouvoir miner du Bitcoin avec le nucléaire français, en tout cas l'énergie française. Évidemment, refus sec d'EDF et notamment le PDG de cette filiale Exaion. C'est quand même assez incroyable où en gros EDF quelque part va vendre une partie de ses infrastructures à un acteur US pour miner du Bitcoin en France, mais du coup au profit évidemment de sociétés américaines, parce que Mara est justement une société leader dans le minage de Bitcoin aux US. Il y a eu quelques mois entre ce refus effectivement à Sébastien Gouspillou et ce qui s'est passé cet été. Pourquoi aujourd'hui EDF accepte de faire ça avec Mara Holdings? Alors c'est vraiment tout l'enjeu même de ces discussions. Après effectivement on peut se dire que l'État est endetté, qu'ils vont chercher coûte que coûte à trouver des sous pour financer les déficits et les dettes, mais quand même, on peut se dire qu'on peut retomber dans les travers des GAFAM à l'époque où là, on va laisser finalement ces technologies qui sont quand même aujourd'hui ultra d'actualité avec notamment l'intelligence artificielle. Enfin bref, du coup, on voit Emmanuel Macron qui a décidé d'investir énormément d'argent dans le secteur de l'intelligence artificielle, et par ailleurs, on voit que finalement, l'État français décide de délester d'une pépite française. Et justement, d'ailleurs, un des politiques s'est révolté de cette nouvelle, qui est l'ancien ministre de l'économie. Alors peut-être qu'on ne s'en rappelle pas parce qu'il n'est pas resté très longtemps, mais Antoine Armand, justement, a directement interrogé, parce qu'il est quand même député, il a quand même interrogé l'État, qui est quand même actionnaire d'EDF majoritaire, et il a mis en garde contre justement cette perte de souveraineté énergétique et numérique. Il y a aussi évidemment, et ça, petit clin d'œil à mon ami Alexandre Stachenko qui préside l'INBI, qui justement aussi a saisi le ministre de l'économie pour essayer d'avoir un peu plus de détails sur cette affaire, voire même carrément un refus pur et simple de cette opération. Vous l'avez dit, il y a une question de souveraineté énergétique particulièrement et de politique finalement à suivre dans le domaine industriel. Justement, Donald Trump a continué dans ce sens en étant pro-crypto. Il autorise désormais Bitcoin dans les plans d'épargne aux États-Unis. Vous nous expliquez déjà ce que ça veut dire? Effectivement, Sandra, ça a rythmé aussi cet été après le Genius Act de juillet. Trump, du coup, a continué ses velléités pour promouvoir la crypto et le Bitcoin au plus haut des États-Unis, parce qu'on voit vraiment l'ambition des États-Unis à travers Donald Trump de faire justement les États-Unis le pays à la pointe de ces sujets-là, et je pense qu'il a évidemment raison, parce que c'est quand même l'avenir, et évidemment avec l'intelligence artificielle. Et donc là, effectivement, donc le 7 août,
Donald Trump a autorisé un décret qui permet l'intégration de Bitcoin et des autres cryptos dans ce qu'on appelle les 401k. Donc, ce sont sorte de plan épargne retraite aux États-Unis avec un marché qui est tout simplement colossal, avec 8 700 milliards de dollars, avec plus de 100 millions d'Américains concernés. Donc c'est tout simplement incroyable, avec une masse d'argent qui peut arriver sur l'industrie et sur le secteur du Bitcoin. Oui. Sachant que jusqu'à présent, on était plutôt sur des 401k avec des actifs dits traditionnels. Mais maintenant, on pourra intégrer justement des actifs, on va dire, un peu plus, en tout cas des actifs alternatifs par rapport à ce qu'il y avait aujourd'hui, donc Bitcoin, Ethereum, du private equity et de l'immobilier. Et donc, si on prend ne serait-ce que 1% de cette somme, on aurait des flux colossaux. Ça va être énorme, ça ferait 87 milliards de dollars de nouveaux flux et le marché est déjà prêt, les acteurs se sont déjà positionnés, Jonathan. Et oui, parce que effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que on peut dire. Alors après, je sais que les observateurs, en tout cas, ou même vos auditeurs aiment bien avoir des raisons qui expliquent les hausses. Même si en général, les raisons sont toutes simples parce que c'est l'offre et la demande. Hein. Mais effectivement, le 7 août, il y a eu donc cette décision qui a été actée et on a eu un fameux all-time high, donc un prix le plus haut, le 14 août, autour des 123-124 000 dollars. Juste après cette annonce, effectivement, il y a eu déjà une poussée à 117 000 dollars. Mais là, effectivement, on a touché un point haut à 123 suite avec la dynamique de cette annonce. Bon, évidemment, je suis toujours tentée de faire ça. Hein. Là aussi, si on compare avec la France, bon, non, retraite, c'est un gros mot déjà dans notre pays, mais ce système-là, évidemment, fonctionne très différemment. Bah voilà, c'est clair que bon, alors effectivement là, on va pas commencer à polémiquer sur ce sujet des retraites en France, même s'il y aurait énormément de choses à dire. Mais effectivement, pour résumer en 2 mots, en France, on est plutôt sur un système par répartition, où ce sont les actifs qui vont financer les retraites des inactifs. Et aux États-Unis, on est totalement sur un schéma différent, avec ce qu'on appelle des retraites par capitalisation. Donc notamment à travers ce 401k où c'est justement l'individu qui va s'occuper de manière autonome de sa retraite. Et en France, du coup, c'est plutôt l'État, on va dire, qui va encadrer cette dimension justement de retraite. Mais est-ce que si techniquement... on pouvait extrapoler, voilà. Oui. Parce que j'allais y venir, mais on pourrait extrapoler et effectivement se dire qu'il est possible de faire ça en France avec des outils type donc le PER en France, mais encore plus avec les assurances vie. Sauf que là, en fait, il faudrait que ce soit plutôt les assureurs qui décident tout simplement de référencer des ETF Bitcoin dans ces contrats d'assurance vie. Et ça, effectivement, il y a toute une question évidemment politique derrière, mais pas politique au sens gouvernemental, mais politique au sein même des entreprises et des banques et du secteur bancaire qui, justement, en France, un peu a du mal à se positionner de manière très franche. Mais de toute façon, pour moi, ça me semble être la suite logique de l'histoire. Et à un moment donné, les assureurs vont devoir être obligés de référencer des ETF Bitcoin. Et donc, on va pouvoir arriver petit à petit, justement, à une forme de prise en charge du Bitcoin et des cryptos dans des assurances vie et donc dans les retraites des Français. Jonathan, vous y croyez à la alt season là, pour cette année 2025 ? Alors, déjà, Sandra, vous savez que j'aime bien vous taquiner sur le prix et l'évolution des cours, oui. Évidemment. Et je ne vais que confirmer ce que je répète tout le temps. Moi, je me base plutôt sur l'évolution de l'utilité des usages plutôt que de me focaliser sur le prix. Après, j'entends que sur BFM Business, ce soit quand même important de parler d'évolution du prix et que vous avez une émission à tenir quotidienne et donc forcément parler du prix. J'ai envie de connaître l'avenir, écoutez, Jonathan. Mais oui, Sandra, aucun problème. Donc moi, voilà. Donc déjà, je vais rappeler. Alors c'est évidemment mes convictions de Bitcoiner, mais pour moi déjà, je distingue Bitcoin et les cryptos de manière très claire. Pour moi, Bitcoin, c'est le futur étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc là, vous avez Bitcoin d'une part et vous avez les cryptos d'autre part. Et effectivement, on est plutôt sur une typologie
je dirais, d'actifs qui sont beaucoup plus spéculatifs et qui sont basés sur des promesses qui potentiellement vont arriver un jour, ou pas d'ailleurs. C'est pour ça que je compare souvent les alts à des biotech, où il y a effectivement une promesse d'arriver un jour à faire quelque chose. Des projets. Mais aujourd'hui, en fait, à mon sens, aucune crypto, aucune alt n'a vraiment réussi à convertir les promesses qu'ils disent depuis des années et des années. Bon, maintenant qu'une fois que ce que je viens de dire est posé, effectivement, en fonction de l'évolution du prix du Bitcoin et en fonction de son utilité, peut-être qu'un certain nombre de spéculateurs et de gens qui vont uniquement regarder l'évolution du prix, se positionner à la hausse sur un cycle, même si moi j'ai quand même beaucoup de précautions par rapport à tout ce qui est triangle, etc., ou figure de style, je ne sais pas, avec des graphiques. C'est vrai que je suis très méfiant par rapport à ça. Et moi, je suis plutôt, on va dire, pragmatique et je base mon analyse sur des usages. Et c'est justement un petit peu l'idée que je voulais véhiculer avec le troisième sujet que je voulais aborder, mais bon, ça on en parlera tout à l'heure, où là on voit que les banques commencent à s'approprier Bitcoin, mais sur leur core banking. Voilà. Et pour moi, c'est ce genre d'usage, d'utilité qui vont faire en sorte que le prix va augmenter à long terme. Et c'est vrai que je m'intéresse très peu aux évolutions de court terme du prix. Vous avez 2 minutes pour nous parler des banques du Salvador. Effectivement, le Salvador qui a autorisé la création de banques Bitcoin. Dites-nous vite de quoi il s'agit, Jonathan. Oui, alors très rapidement, effectivement, ce que je disais, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup aux usages. Et là, effectivement, le Salvador qui a été pionnier en matière de Bitcoin, évidemment, avec la fameuse Bitcoin Lei en 2021, avec Bitcoin monnaie légale. Bon, entre-temps, ils sont un peu revenus dessus, mais on va pas en parler. Et là, le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré qu'il allait créer un statut spécifique pour des banques 100% Bitcoin, où l'information principale à retenir, c'est qu'il n'y aura pas de réserve fractionnaire. Bon, je ne vais pas rentrer pareil dans ce détail parce que j'aurai pas le temps, mais en général, les banques traditionnelles ont ce qu'on appelle des réserves fractionnaires, c'est-à-dire qu'elles vont créer de l'argent en faisant du crédit et justement en s'endettant. Et là, il n'y aura plus ce système-là parce qu'on sera basé sur Bitcoin et uniquement Bitcoin. Mais voilà, si j'avais plus de temps, j'aurais pu on y reviendra parce que vous allez revenir évidemment dans cette émission. Vous avez des infos pour préférer le Bitcoin ou Ether. Évidemment, on en parle tous les jours dans cette émission. Merci Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, d'avoir été avec nous en direct depuis Biarritz.